18h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité à Kaolack, 33 personnes testées positives au coronavirus introuvables. Elles ont refusé de se faire soigner. La tâche ne sera pas facile, aisée pour les agents de santé avec la hausse des cas de contamination. Le Sénégal dépasse la barre des 500 morts avec 10 nouveaux décès en 24 heures. 218 nouvelles contaminations sont également recensées. L'actualité, c'est aussi l'arrestation du chef de la bande responsable de nombreux braquages dans le pays pour un préjudice financier qui dépasse les 200 millions de francs CFA. Et puis, Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, interpellé par la police. Une arrestation jugée arbitraire selon ses membres. La réplique de la police, c'est une procédure courante. L'actualité hors de chez nous amènera en Allemagne où le gouvernement annonce que les livraisons pour l'Union européenne du vaccin Pfizer-BioNTech vont être retardées pour 3 à 4 semaines. Soit. Aïssatou Gueiba. Merci de nous choisir pour vous informer. À Kaolack, 33 cas pris en charge à domicile perdus de vue par les autorités sanitaires. Une situation qui contribue à la propagation de la pandémie. Le gouverneur de Kaolack renforce la lutte et invite les populations à redoubler de vigilance. Alioune Badara Mang, qui faisait face à la presse, conseille aux familles de rester à l'écart des maladies traitées à domicile. Awatiao. Le gouverneur de la région de Kaolack, qui va en guerre contre la pandémie du coronavirus, renforce la lutte après la caravane de sensibilisation qui a sillonné les différents marchés et gares routières de Kaolack. Alioune Badara Mbeng a fait face à la presse pour inviter les populations à se rapprocher des structures sanitaires dès l'apparition des premiers symptômes pour une prise en charge précoce. Car le constat est amer. Les patients arrivent souvent à l'hôpital dans un état où l'espoir n'est plus permis. Alioune Badara Mbeng, gouverneur de Kaolack. Outre le respect des mesures barrières, il faudra se rapprocher des structures de santé dès les premiers signes. Je m'arrête là parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de cas qui nous arrivent presque désespérés. Parce que tout simplement, c'est des cas qui n'ont pas été signalés à temps. Ils arrivent dans les structures de santé dans des conditions telles qu'ils y arrivent presque pour perdre la vie. Parce que tout simplement, ils arrivent trop tardivement. C'est l'occasion de faire un appel pressant aux populations pour que dès les premiers signes que l'individu se rende, soit de lui-même, soit aidé par en tout cas ses parents dans les structures de santé, parce que plus tôt est le signalement au niveau des structures, plus tôt aussi est la prise en charge et peut-être espérer donc la guérison. Pour les cas pris en charge à domicile, le gouverneur invite les familles à redoubler de vigilance, car certains patients sont perdus de vue par les autorités sanitaires au cours de leur traitement. On a dénombre 33 au niveau de la région. Cette situation contribue à la propagation de la maladie. On nous a fait remarquer aussi quelques cas d'abandon de personnes qui sont suivies, mais à un moment donné, on ne les voit plus. Elles abandonnent. On en a au nombre de 33, c'est beaucoup. Et je crois que les familles aussi ont un rôle extrêmement important dans la signalisation de ces cas avant que donc ces personnes-là ne puissent fuir ou bien en tout cas disparaître des radars des services médicaux. Les familles sont également invitées à rester à l'écart des cas pris en charge à domicile pour aider à rompre la chaîne de contamination. Les forces de l'ordre et de sécurité jouent aussi leur partition dans cette lutte. Rien que pour le mois de décembre, quelques 558 personnes ont été interpellées dans la rue et dans les lieux publics pour non-port de masque. Kaolack pour Sud FM, Awatiao. Une situation qui risque de rendre la tâche ardue au personnel soignant dans ce contexte hausse des cas de contamination et de décès, surtout avec 10 nouveaux décès ces dernières 24 heures enregistrés. Le Sénégal dépasse la barre des 500 morts, 506 décès recensés depuis le début de la pandémie. Les autorités sanitaires font état de 218 nouvelles contaminations, dont 149 issues de la transmission communautaire, 15 à Thiès, 10 à Saint-Louis, 9 à Touba. Voici les précisions du directeur de la santé, Dr Elhadj Mamadou Ndiaye. Un taux de positivité de 9,54%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 69 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 149 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés
est répartie comme suit. 15 dans la commune de Thiès, 10 à Saint-Louis, 9 à Touba, 8 à Mbour et à Tivaouane, 7 au Mamel, 6 à Guédiawaye, 5 à Dakar Plateau, Matam et Mermoz, 4 à Ouakam et à Tamba, 4 à Ouakam et à Tamba, 3 à Kaolack, Koki, Parcelles Assainies, Pété et Yoff, 2 à Bakel, Diourbel, Fatick, Guinguinéo, HLM, Kédougou, Keur Massar, Mariste, Mbacké, Nioro, Rufisque, Sacré-Cœur et Sangalkam. 1 à Cité Biagui, Dagana, Dara, Diakhao, Dieuppeul, Gorée, HLM, Grand Yoff, Kanel, Kébémer, Khombol, Liberté 2, Liberté 5, Linguère, Mbao, Médina, Ngor, Nord Foire, Popenguine, Pout, Richard Toll, Sicap Baobab et Vélingara. 152 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce jeudi 14 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 22 396 cas ont été déclarés positifs, dont 18 908 guéris, 506 décédés et donc 2 981 patients sous traitement. Beaucoup de mesures instaurées jusqu'ici pour contrer la pandémie. Couvre-feu partiel à Dakar et à Thiès. L'administration pénitentiaire entre ainsi dans la danse. Retenez que les visites familiales aux détenus seront suspendues jusqu'à nouvel ordre à compter de lundi en raison des contaminations au nouveau coronavirus, a annoncé ce vendredi l'administration pénitentiaire. Dans le document, l'administration pénitentiaire rappelle par ailleurs que l'entrée des plats venant de l'extérieur est toujours valable samedi et dimanche, nous dit l'APS. Le Khalif général des Tidjanes réagit justement face à cette deuxième vague de Covid-19 dans une déclaration. Serigne Babacar Sy Mansour a formulé de nouvelles recommandations et demande aux fidèles de s'acquitter de l'aumône et de formuler des prières. La synthèse avec Babacar Samb. Il s'agit d'une énième sortie du Khalif général des Tidjanes sur cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Covid qui secoue le monde depuis plus d'une année. Une nouvelle déclaration, la seconde vague oblige. Serigne Babacar Sy Mansour réitère ses propos. Cette pandémie est une malédiction divine, une sorte de punition infligée. Trop de distractions, beaucoup de péchés, des injures et l'homosexualité qui affectent ce monde. C'est ainsi que le Khalif a exhorté à recourir à la prière, au repenti et aux zakat. Serigne Babacar Sy Mansour recommande à tous les chefs de famille et tout un chacun selon ses moyens de s'acquitter de l'aumône suivante à remettre aux nécessiteux: 1 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 litre d'huile. Il demande également aux Sénégalais de formuler des prières suivantes. Après ablution, faire 2 rakas, réciter 111 astaghfirullah, 111 salatu ala nabi, 111 ya kafi, 903 ya latifu, 65 hasbunallah wa ni'mal wakil, une sourate al-ikhlas, une sourate al-falah et une sourate an-nas. Fermez cette prière par une salatul ala nabi, prière à formuler périodiquement, précise le Khalif. Dans cette perspective, il invite les Sénégalais au respect de toutes les recommandations des services sanitaires, mais aussi exhorte les populations à aller se faire dépister à temps dès l'apparition des signes et ne pas avoir honte de cette maladie. Babacar Samb, parlons également de la lutte de la pandémie dans les écoles. Le ministère de l'Éducation renforce le dispositif sanitaire et invite les parents à sensibiliser davantage les élèves sur le respect des mesures barrières. La division du contrôle médical scolaire suit régulièrement les élèves ou enseignants contaminés, des cas contacts pour la majorité. La situation est sous contrôle d'après le chef de la division du contrôle médical scolaire. Dr Alioune Abdourahmane Dia est joint par Khadisen. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, quand même, depuis les ouvertures, on a pris un certain nombre de mesures pour protéger les enseignants et les élèves. Parmi lesquels le protocole sanitaire qui est là, mais surtout l'application de ce protocole, le respect par les enfants, les élèves et les enseignants de ce protocole. Et le ministère a élaboré 2 circulaires pour demander aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux instructeurs de faire respecter les mesures barrières, à savoir le lavage des mains à l'entrée des écoles et le port du masque.
Également, dans ce même dispositif, le ministère a envoyé dans les écoles du Sénégal 5 millions de masques récemment pour renforcer le dispositif. Donc je pense bien que ce qui reste, c'est vraiment augmenter la sensibilisation. Et ça, c'est à tous les niveaux, au niveau des parents d'élèves, parce que les élèves également, c'est les parents qui sont là, les enseignants, toutes les organisations doivent se mobiliser pour le respect des mesures barrières pour protéger les élèves et les enseignants au niveau des établissements scolaires. Nous avons vraiment un suivi régulier entre nous et les écoles. Et ce que je peux dire, que très souvent ce sont des cas contacts ou bien au niveau des familles et que nous suivons pour la vérification. Donc pour dire que actuellement rassurés, que vraiment la situation est maîtrisée et que nous savons que en général les enfants, les élèves, les adolescents, même s'il y en a des cas, sont des cas asymptomatiques qui ne nécessitent pas beaucoup d'attention. Mais pour dire simplement que vraiment nous suivons régulièrement et vraiment la situation est sous contrôle comme on le dit. Parlons de ce bilan de la première semaine du couvre-feu à Mbour. Une centaine d'individus interpellés en une semaine par la police. 31 personnes ont été déférées au parquet pour divers délits. Elles sont poursuivies pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation interdite ou violation du couvre-feu. Moustapha Sall. 97 personnes ont été interpellées par la police de Mbour pour divers délits dans la première semaine de l'état d'urgence assorti du couvre-feu. Des malfaiteurs voulaient en profiter pour réussir leur forfait. À cet effet, 3 jeunes ont été arrêtés en flagrant délit de vol par les limiers lors de la 5e nuit de la restriction. Mais à signaler que les 2 premières nuits étaient les plus buantes. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les différents quartiers de la commune de Mbour, à l'initiative des jeunes qui s'offusquaient de la décision des autorités d'instaurer le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Avec des affrontements, des jets de pierre et des pneus brûlés, les éléments du commissariat central ont écroué 31 personnes lors de ces affrontements. Ces derniers sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, participation à la manifestation non autorisée, destruction des biens publics, destruction des biens appartenant à autrui et violation du couvre-feu. Ces personnes sont déférées au parquet du tribunal de grande instance de Mbour. Ces interpellations ont eu lieu dans différents quartiers de la capitale de la Petite Côte. La soixantaine de personnes arrêtées pour le seul délit de violation du couvre-feu et les véhicules mis en fourrière ont payé tous des contraventions. Dans ce cadre, les hommes du commissaire Baytir Sène ont misé sur la sensibilisation et non sur la répression. Un détachement permanent du groupement d'intervention mobile est en renfort à Mbour. Les gémis sont visibles partout dans les coins de rue, dans la ville, avec la collaboration du commissariat central de Mbour. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. La gendarmerie a arrêté le chef de la bande responsable de nombreux braquages au Sénégal. Au total, au moins 10 baraques ont été répertoriées à leur actif avec un préjudice financier qui dépasse les 200 millions de francs CFA. Il s'y ajoute que les malfaiteurs exerçaient des violations démesurées sur les victimes, leur occasionnant des services corporels graves. D'ailleurs, 4 parmi eux faisaient l'objet de recherches depuis plus de 5 ans pour des faits similaires. Ainsi, après une semaine d'investigation, les résultats ci-après ont été enregistrés. L'arrestation de 2 malfaiteurs dont le principal cerveau des vols à main armée perpétrés dans les régions de Louga, Diourbel, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Le premier a été arrêté le lundi 11 janvier 2021 et le chef de la bande le mardi 12 janvier à Katakel, à 12 km au sud de Kaffrine. Un fusil à pompe de fabrication russe avec 9 cartouches de 12 mm saisi. Un nombre important de téléphones portables saisi sur le principal suspect de 100 421 bœufs, dont une bonne partie de race, 34 moutons de race, 28 chèvres, 3 chevaux et 11 ânes. Par ailleurs, au regard de ces activités criminelles et du chiffre important du préjudice financier causé aux victimes, il y a de fortes probabilités que le mis en cause aurait converti ses gains illicites dans l'achat de son troupeau. Nous dit le communiqué de la gendarmerie nationale. Une autre arrestation, celle
de Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières. De retour de l'Espagne, il a été interpellé par la police. Selon un communiqué de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye a été contacté par la DIC pour déférer à une convocation sur ses déclarations. Il avait promis de se rendre à la DIC dès son retour. Horizon Sans Frontières dénonce cette interpellation arbitraire, indigne. Elle alerte sur cette intimidation orchestrée pour museler une organisation qui lutte contre la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de l'immigration clandestine et la réplique de la police. Selon elle, Boubacar Seye a été arrêté dans le cadre de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité. La session de recherche a adressé une demande d'opposition de sortie du territoire à la police. Quand la personne s'est présentée, elle a été arrêtée. Actuellement, elle est mise à la disposition de la session de recherche, précise le commissaire Mohamed Gueye. Le syndicat des travailleurs de la CNO réclame le transfèrement des fonds communs de placement et la restitution des 5% du capital de la SDE. Le syndicat a initié une pétition qui a recueilli 762 signatures. Les travailleurs en ordre de bataille se disent prêts à engager d'autres actions pour obtenir leur dû. Écoutons Mamadou Rassoul Mbaye, délégué personnel. 762 personnes ont signé la pétition. 71 personnes parmi des retraités et des démissionnaires de l'entreprise. Fort de ce taux de participation de 80% de cette pétition, nous avons décidé de préconiser d'autres actions pour légitimement et légalement réclamer notre dû. Il faut comprendre ce qui se passe. Nous, les travailleurs de CNO, nous étions dans un fonds avec l'entreprise dénommée SDE, notre ancien employeur. Par le fait de la volonté de l'État qui a rompu leur contrat, nous sommes devenus à 99% majoritaires dans le fonds, puisque eux, ils ne représentent qu'une infime partie dans ce fonds. Ce que nous réclamions, c'est à juste titre et de droit. C'est le droit que nous le réclamons. Et nous n'accepterons jamais d'être les parents pauvres de cette privatisation, de cette nouvelle donne. On n'acceptera pas, nous les travailleurs, créateurs de cette richesse, nous n'accepterons jamais d'être les victimes de la SDE. Nous voulons ici attirer l'attention de l'opinion nationale, mettre l'État devant ses responsabilités, parce que nous ne voudrions pas revivre l'épisode douloureux du mois de décembre. En cette période de pandémie, nous savons l'outil que nous gérons dans ce pays. L'eau est vitale et nous ne voudrions pas en arriver à des extrémités. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal, à l'opinion nationale, de trancher ce débat avec la SDE de façon définitive. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Allemagne, les livraisons au pays de l'Union européenne des quantités prévues de vaccins Pfizer, BioNTech contre la Covid-19 vont connaître des retards dans les 3-4 prochaines semaines en raison de travaux dans l'usine où ils sont fabriqués, a indiqué le ministère allemand de la Santé, nous dit la RFI. Et au Mali, attaque contre les casques bleus de la MINUSMA mercredi dernier. 3 soldats ivoiriens tués et 6 blessés. Le bilan s'alourdit. Un 4e soldat succombe à ses blessures ce jeudi 14 janvier. Un groupe terroriste GSM revendique l'attaque. Les détails avec Sori Ibrahim Maïga. Le groupe de soutien à l'islam au Mali, GSM, a revendiqué l'attaque. Le sergent-chef Bagayogo Adama du 3e bataillon d'infanterie, Serge Guegui Armand du 1er bataillon et capitaine Mustapha Bamba des forces spéciales ivoiriennes sont les soldats ivoiriens casques bleus de la MINUSMA tués dans la région de Tombouctou, plus 6 autres blessés ce mercredi 13 janvier 2021. Suite à une attaque menée contre la MINUSMA. C'était à environ 20 km au nord de la localité de Bambara Maoudé, sur l'axe Douanza-Tombouctou. L'information est confirmée par la mission onusienne au Mali. Selon ses responsables, c'est une compagnie de la MINUSMA qui a heurté des engins explosifs improvisés avant d'être la cible de tir par des hommes armés non identifiés. La riposte robuste des casques bleus a poussé les lâches assaillants à s'enfuir, souligne dans un communiqué la MINUSMA. Des évacuations médicales adéquates par hélicoptère ont été organisées aussitôt, annonce la mission. Un 4e soldat a succombé à ses blessures ce jeudi 14 janvier, pourrait-on lire dans un document. Antonio Guterres pense que ces attaques contre les casques bleus pourraient être qualifiées d'un crime de guerre. Il invite les autorités maliennes à identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cette attaque.
attaque barbare du déploiement de la MINUSMA en 2013 à nos jours, elle a perdu plus de 230 membres, dont plus de 130 dans des actes hostiles, selon un bilan de l'ONU. Faisant ainsi de cette mission onisienne la plus meurtrière de l'ONU au monde. Les autorités ivoiriennes, l'État malien et plusieurs autres organisations ont condamné ces actes. Souri Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Maïga, direction la Guinée, où les hommes de médias guinéens traversent des moments plutôt difficiles, alors que 3 journalistes sont poursuivis en ce moment en justice pour diffamation. 3 autres viennent d'être condamnés pour les mêmes faits à 3 mois de prison assortis de sursis et au paiement d'une amende de 45 000 francs CFA chacun. Une décision qui provoque l'ire du syndicat des professionnels de la presse privée qui dénonce une décision liberticide. Les journalistes projettent des séries de manifestations pour dénoncer les agissements de la justice accusée d'être à la solde du pouvoir. Plus de détails avec notre correspondant à Conakry, Amadou Ribari. C'est un sale temps pour les journalistes de la presse privée. Dans son délibéré, le juge audiencier du tribunal de Conakry a retenu Thierno Djouba, Sidi Diallo et Ibrahima Lincoln Souma dans les liens de la culpabilité et les a condamnés à 2 mois de prison assortis de sursis avec une amende de 500 000 francs guinéens, soit près de 45 000 francs CFA chacun. Ces journalistes travaillant pour une même radio étaient poursuivis pour diffamation et complicité par une directrice d'école qui a été dénoncée par voie de presse par son enseignant pour licenciement abusif. Une pilule difficile à avaler pour plusieurs journalistes qui parlent d'une décision à la fois liberticide et infondée. Pour le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, vu le contexte dans lequel ces 3 journalistes ont été mis en cause, on se rend compte qu'ils étaient dans l'exercice de leur métier. En pareille circonstance, le juge devait donc avoir pour référence la loi 002 qui dépénalise les délits de presse, estime le syndicat des journalistes de la presse privée. Le SPPG, dessus de la démarche de la justice guinéenne, annonce un sitting devant le tribunal qui a condamné les 3 confrères. Les associations de presse demandent à tous les hommes de médias de se mobiliser contre cet acte qui, selon elles, n'est qu'un coup d'essai pour ceux qui veulent museler la presse dans le pays. Au même moment, 3 autres journalistes attendent d'être fixés sur leur sort dans un dossier de scandale de détournement de 20 millions de dollars qui implique la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. Et nous accueillons le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall. Il est interrogé par Hafsa Limanouane. Al-Hassan Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. En Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit les ministres concernés à réguler les heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Où est-ce que vous en êtes suite à cette instruction du chef de l'État? Oui, effectivement, nous avons une circulaire à l'endroit des préfets de département et des sous-préfets pour qu'en relation avec les maires et les délégués de quartier et les délégués des marchés, que les heures de fermeture, d'ouverture des marchés soient reprécisées. Alors, j'ai dit repréciser parce que effectivement, lors de la première vague, nous avions déjà eu à travailler dans ce sens, donc dans le sens d'aller vers une régulation de ces heures d'ouverture et de fermeture. Il va falloir maintenant repréciser tout cela et que les autorités en charge de la couverture du respect des heures d'ouverture et de fermeture fassent le nécessaire pour que ces heures-là soient strictement et scrupuleusement respectées. Pouvez-vous revenir justement sur ces mesures en détail concernant les marchés? Oui, effectivement, je crois que lors de la première vague, nous avions largement communiqué sur la question. D'ailleurs, même pour ce qui concernait le département de Dakar, le préfet avait déjà fait un travail remarquable en relation avec les responsables des marchés, les maires, mais également les responsables des grandes surfaces et autres, pour non seulement que les heures soient fixées, donc, mais également qu'un jour soit retenu pour le nettoiement général de ces lieux de commerce. Alors, voilà, donc, dans tel quartier, le dimanche, dans tel autre quartier, un autre jour de la semaine. Et on avait même eu à travailler sur 2 voire 3 jours par semaine consacrés au nettoiement des lieux de commerce. Et il avait été également retenu en relation avec le service d'hygiène
que tous les lieux de commerce, donc les marchés, soient désinfectés, décontaminés, afin que les commerçants et les usagers puissent évidemment dérouler leurs activités en toute sécurité. Donc c'est les mêmes mesures, les mêmes dispositions, mais nous n'avons pas voulu de manière brute fixer ou refixer les heures. Alors il va falloir mettre à profit la journée d'aujourd'hui, peut-être demain, pour de préciser tout cela, afin que dès dimanche, voire lundi, que le travail se fasse, le contrôle soit effectif et que l'on aille dans le sens du respect des dispositions prises par les autorités. Monsieur Al-Hassan Sall, toutes ces mesures avaient été prises lors de la première vague du coronavirus. Mais après, il y a eu un certain relâchement. Est-ce que pour cette seconde vague, toutes les mesures sont prises pour que les commerçants respectent à la lettre ces consignes? Oui, c'est vrai que c'est des mesures qui avaient été déjà prises, appliquées. Peut-être qu'avec la baisse des cas, il y a eu ce relâchement général constaté. Alors maintenant, pour cette fois-ci, non seulement nous allons repréciser toutes ces mesures, mais nous allons faire en sorte qu'elles soient appliquées dans toute leur rigueur et sur une durée assez raisonnable pour venir à bout de cette pandémie, Inch'Allah. Sud FM vous remercie, Al-Hassan Sall. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de Dakar. Je vous remercie. Sud FM chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La publication des listes des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises, c'est la principale doléance du président de l'association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale. Gaussou Gueye s'en explique au micro de Moustapha Sall. Dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. Mais le minimum de la transparence aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal. En ce moment, s'ils sont en accord en société mixte, on saura ces bateaux sont dans quelle pêcherie. Est-ce que c'est le restant de ces bateaux? Ils sont dans le thon, les petits pélagiques, les démersaux côtiers, mais personne ne sait. Et je vous rappelle que les démersales côtières ont été gelées depuis 2006. À mon avis, tout ce qu'on fait au Sénégal doit être en corrélation avec les politiques publiques. À travers le Sénégal, plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle qui ont défini 3 cadres. La gestion durable de la ressource, la restauration des habitats et la valorisation des produits halieutiques en faisant la promotion de la côte. Octroyer autant de bateaux où la recherche est quasiment absente au Sénégal parce que depuis 2015, on n'a pas fait l'évaluation de notre état de ressources halieutiques. Sur quelle base scientifique on a renouvelé l'accord avec l'Union européenne? Quelle a été la position de nos scientifiques, de notre recherche? Même si c'est le thon, parce que cet accord doit être évalué d'une manière scientifique, technique et même financière. À mon avis, même si le thon n'appartient pas au Sénégal, quand même, j'insiste et je persiste qu'on doit développer une pêche artisanale tonnière qui va être beaucoup plus rentable pour le Sénégal. Et publier encore une fois de plus la liste des navires qui va édifier tout le monde. Les Sénégalais sauront s'il y a 125 ou 130 ou 195 et ils sont dans quelle pêcherie. Le débat est assez simple. On n'a qu'à publier la liste des navires qui opèrent au Sénégal. Et il ne faut pas confondre la liste des navires que nous demandons avec le registre des navires au niveau de la commission sous-régionale. Donc c'est quoi la différence? La liste des navires, c'est les navires qui opèrent au Sénégal. Le registre des navires, c'est au niveau de la commission sous-régionale qui a son siège au Sénégal, qui appartiennent à beaucoup de pays. 7 pays. Mais nous, ce que nous demandons, c'est la liste des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises. Sous accord ou sous licence. Mais on saura qui est qui et qui fait quoi. Le président de la République a parlé qu'aujourd'hui, le Sénégal est entièrement équipé. En tout cas, en train d'être équipé à travers des navires de surveillance. Et même, on va acheter un avion. Mais c'est extraordinaire. Mais avant cela, acheter des navires performants, avoir un avion qui va survoler 6 heures de temps par jour nos eaux, il serait beaucoup plus facile de publier la liste des navires pour qu'on sache et comprenne comment ces navires sont venus dans nos eaux. Même si c'est sous licence ou sous accord. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye Ba.
À Kaolack, 33 personnes testées positives au coronavirus introuvables. Elles ont refusé de se faire soigner. La tâche ne sera pas aisée ni facile pour les agents de santé avec la hausse des cas de contamination. Le Sénégal dépasse la barre des 500 morts avec 10 nouveaux décès en 24 heures. 218 nouvelles contaminations sont également recensées. L'actualité, c'est aussi l'arrestation du chef de la bande responsable de nombreux braquages dans le pays pour un préjudice financier qui dépasse les 200 millions de francs CFA. Et puis, Boubacar Seye, président d'Horizon Sans Frontières, interpellé par la police. Une arrestation jugée arbitraire selon ses membres. La réplique de la police, c'est une procédure courante. L'actualité nous a également amené en Allemagne où le gouvernement annonce que les livraisons pour l'Union européenne du vaccin Pfizer BioNTech vont être retardées pour 3 à 4 semaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Birama Diaye à 21h pour le journal en Wolof. Restez sur nos ondes, ne bougez surtout pas. Dans un instant, votre rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda.